Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne dans un nouveau format inédit, le format 3C Consultons une œuvre. Un format qui va nous permettre de décrypter, d'analyser, de critiquer, de juger des œuvres liées avec l'écriture, et pour le coup des œuvres qui ne sont pas les miennes. On va pouvoir s'en donner à cœur joie. Aujourd'hui on s'attaque à la saga Harry Potter de J.K. Rowling, et on va commencer par parler des livres. Plutôt que de faire une analyse complète des 7 livres, ou de noter les innombrables différences entre les livres et les films, je vais plutôt m'arrêter sur 5 points. 5 choses que j'ai comprises avec Harry Potter, les livres. Et ça commence tout de suite, juste après le générique. Il est possible de construire une série de livres en ayant tout prévu en avance. C'est pas forcément quelque chose d'automatique dans le processus de création, de tout prévoir en avance. Et certes, J.K. Rowling n'est ni la première ni la dernière à le faire. En attendant, c'est bien comme ça qu'elle a procédé. Pendant qu'elle écrivait et qu'elle affinait le premier tome, elle a passé plusieurs années en parallèle à construire le plan, les grandes lignes de toute son histoire, de chacun de ses livres, jusqu'à la conclusion, avant de se lancer dans l'écriture à proprement parler. Elle est parvenue à un résultat bien ficelé, maîtrisé, ce qui paraît-il est assez rare, surtout pour des premiers romans. Certains parlent d'esprit supérieur ou quelque chose comme ça, pour évoquer ces auteurs capables de tout calculer, ou presque, en avance. Certains projets sont menés ainsi, citons Camelot d'Alexandre Astier, et d'autres moins. Citons la saga Lost, la saga Star Wars depuis les 3 premiers, ou encore la saga Alien. Prévoir l'ensemble, ou en tout cas les grandes lignes de l'histoire en avance, n'est pas un gage automatique de qualité, ou de succès. Mais il n'y a pas à dire. Il est souvent plus agréable, en tant que public, de suivre une œuvre qui a été réfléchie en avance, plutôt qu'une qui ne sait pas tout à fait où elle va. Et ça aide aussi à la cohérence globale du projet. En plus, ça donne souvent de meilleures conclusions, mieux préparées. C'est le cas avec Harry Potter. 2. Il est possible de s'inspirer largement d'autres œuvres lorsqu'on écrit la sienne. Les inspirations de Harry Potter sont nombreuses, et certaines sont tout à fait assumées par J.K. Rowling. On peut citer les romans d'apprentissage, ou d'initiation en général, un style couru au Royaume-Uni qui permettent de suivre sur plusieurs tomes, ou pas, des élèves au sein d'une structure scolaire. On peut aussi parler de l'île du crâne d'Horowitz, du Seigneur des Anneaux de Tolkien, de Macbeth de Shakespeare, de la Bible et beaucoup d'autres. Mais au final, dans un roman, ce qui compte, c'est de créer quelque chose d'original, et de personnel. Harry Potter est loin d'être une copie conforme de chacune de ses inspirations. Elle en emprunte des morceaux, des idées, et ça c'est quelque chose qui est possible, qui est autorisé. De toute façon, lorsqu'on crée, on est forcément inspiré, que ça soit consciemment ou pas, par certaines œuvres, par nos propres expériences. Et pour moi, tant qu'on cite ses inspirations, ses sources, et qu'on ne livre pas une copie conforme de l'œuvre d'origine, ce qui constituerait pour le coup un véritable plagiat, j'y vois personnellement aucun problème. Dans un autre genre, Quentin Tarantino par exemple, quelqu'un qui raffole d'inspiration et de références, et qui n'hésite pas à en utiliser à foison dans ses films. Au final, ça n'empêche pas à ceux-ci d'être originaux, d'avoir leur propre patte, d'être loin des purs plagiats. 3. Il est possible d'écrire des œuvres qui grandissent avec leur public. Et c'est quand même un sacré tour de force, de parvenir à créer une œuvre qui accompagne son public en temps réel pendant plusieurs années, dont les personnages vieillissent, grandissent au rythme des lecteurs ou des spectateurs. Les livres sont sortis entre 1997 et 2007, soit 10 ans environ à vivre au rythme d'Harry, de Ron et d'Hermione, et de tous les autres. Il existe peu d'œuvres dans ce style. J'étais moi-même un petit peu trop âgé au moment des faits, mais je connais beaucoup de lecteurs qui ont à peu près l'âge d'Harry Potter, et pour lesquels cet univers, cette histoire, ces personnages ont grandi à leur côté, jusqu'à devenir quasiment intimes. Sachant qu'en plus, J.K. Rowling a fait évoluer le vocabulaire, la syntaxe et la complexité de son intrigue au fur et à mesure des tomes, c'est quand même super classe. Moi, j'avais pas ça. J'avais Hélène et les garçons. C'était bien aussi, mais un autre style quoi, enfin, pas la même classe. 4. Il est possible d'écrire des œuvres pour les enfants sans les infantiliser. Alors certes, les premiers livres sont plus légers que les derniers. À mesure qu'on avance dans les tomes, on gagne en noirceur. Les sujets abordés s'adaptent à l'âge des lecteurs. L'atmosphère et les enjeux évoluent. Mais nom de Dieu, ça parle de drame, de mort. Dès le premier chapitre du livre 1, il y a peu de choses qui sont épargnées aux jeunes lecteurs. Le narrateur et l'écrivaine s'adressent aux lecteurs comme on s'adresse à de vraies personnes, pas comme on s'adresse traditionnellement à des enfants. Et les enfants, les adolescents, ils adorent ça, être considérés, être traités comme de vraies personnes. Et je pense que cette raison, à elle seule, explique en bonne partie le succès incroyable qu'ont eu les livres. On n'est pas sur quelque chose de super polissé, on n'est pas sur quelque chose d'allégé, d'édulcoré. On n'est pas chez les bisounours, ni chez Oui Oui, ni même chez Marvel. Ici, il y a des personnages qui meurent, pour de vrai. Il y en a certains qui sont antipathiques. Il y a des dangers, il y a de la violence. Comme on est dans la tête de Harry, on rentre dans le détail des difficultés qu'il rencontre, des questions qu'il se pose. On n'est pas dans Orange Mécanique non plus, mais il faut reconnaître cette qualité à cette œuvre. Elle s'adresse à un public jeune, à la base, mais sans l'infantiliser. Et elle est donc tout aussi accessible à un public adulte. Et puis, il y a beaucoup de matière dans ces livres. Les thèmes abordés sont nombreux. Les codes sont simples et clairs, mais donnent vie à un univers riche, cohérent et complexe.
D'ailleurs, même encore aujourd'hui, l'œuvre est toujours disséquée, analysée, sous toutes les coutures. De nouvelles théories sur le livre voient le jour régulièrement, se concentrant sur différents niveaux de lecture, différents plans, différentes dimensions. La saga Harry Potter permet ça. On est peut-être dans la littérature pour enfants ou pour adolescents, mais alors qu'il les prend vraiment au sérieux. 5. Il est possible de créer des franchises sans le vouloir. Quelles étaient les intentions et les ambitions exactes de J.K. Rowling au départ? À part elle, personne ne peut savoir vraiment. Mais pas sûr qu'elle ait prévu tout ça. Tout ça, c'est quand même un énorme phénomène qui est devenu une véritable franchise. Une franchise qui la place, en termes de succès littéraire, aux côtés de Shakespeare et d'Agatha Christie. Excusez du peu. J.K. Rowling est également la première écrivaine milliardaire de l'histoire. Tout ça, c'est une série de livres cultes, adaptés au cinéma, en blockbuster, mais aussi au théâtre, d'innombrables fanfictions, des produits dérivés, des jeux vidéo, des jeux de société, des parcs d'attractions. Tout ça, c'est des noms de personnages, d'objets, de lieux qui appartiennent à Harry Potter et qui ont été repris dans d'autres œuvres, par des groupes de musique, ou même dans le domaine scientifique par exemple. Harry Potter inspire aujourd'hui d'autres artistes, d'autres œuvres, et même inspire d'une manière générale. Elle est l'une de ces très rares œuvres mondialement connues, une référence qui parle à toutes les générations. Un phénomène comme il en existe peu, qui est entré dans la culture générale mondiale, qui est presque tombé dans le domaine public. Mais tout ça, pas sûr que J.K. Rowling l'avait prévu. En conclusion, je retiendrai que la critique est parfois cruelle. Et le monde aussi un peu. Déjà, une petite anecdote, J.K. Rowling a dû changer de nom, du moins d'initiale, au moment de sortir le premier tome d'Harry Potter. Elle a suivi le conseil de son éditeur afin de pouvoir laisser planer le doute sur son sexe féminin et de ne pas être considérée forcément comme une femme. Ceci afin d'augmenter ses chances de succès et de vente. Ouais, elle s'est résolue à faire ça. Et on parle de quelque chose qui s'est pas passé il y a un siècle. De plus, elle a gagné relativement peu de prix littéraires par rapport à son succès. En tout cas, très peu décernés par des jurys d'adultes, mais beaucoup plus décernés par des jurys d'enfants. Et puis, notamment à partir du tome 5, elle a souvent été assassinée par la critique littéraire. Il existe en effet une sorte de snobisme, de mépris adopté par certains qui jugent l'œuvre comme quelque chose de mignon pour les enfants, mais pas comme de la vraie littérature, pas comme de la littérature sérieuse. Ces critiques, ce mépris, ça doit pas être facile à encaisser pour l'auteur. Certes, on n'est pas en train de parler d'une œuvre révolutionnaire, et d'ailleurs elle n'a pas la prétention de l'être, mais quand même de la considérer comme une petite amusette pour les enfants. De toute façon, à un certain niveau, pour les personnalités publiques, la notoriété, l'argent, le succès attirent les critiques, les attaques, les jalousies, les procès de la part de ceux qui se sentent floués ou qui prétendent l'être. C'est quasiment inévitable malheureusement. Et J.K. Rowling est actuellement dans une sorte de tourmente médiatique. Personnellement, j'ai pas d'avis. Je la connais pas, je peux pas la juger. Une chose est sûre, qu'on soit un fumier ou pas, qu'on soit un plagieur ou pas, quel que soit notre parcours, nos valeurs, quelle que soit notre personnalité, il faut avoir les reins solides lorsqu'on atteint ce niveau de notoriété. Et je finirai en affirmant juste ceci. Il faut de toute façon être un bon, voire un très bon écrivain pour créer des œuvres qui atteignent un tel succès, qui sont plébiscitées par le public, qui traversent ainsi le temps. Parce que vous savez quoi? Le phénomène Harry Potter, ça va durer encore. Et je peux aussi vous affirmer qu'il faut également pas mal de chance, voire énormément de chance. Vous savez? De la chance. Comme pour le personnage de Harry Potter, qui a quand même le cul sacré, qui a quand même le nu sacrément bordé, qui a quand même une chance de qui est tout de même un sacré vénard. Allez, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine pour parler des films Harry Potter. Expecto Patronum. Bisous.